Lorsque nous avons finalement accepté de signer l'AECG, nous l'avons fait moyennant un certain nombre de conditions, d'amendements au traité qui ont été inclus dans un instrument interprétatif, qui est un document de droit international qui a la même valeur que le traité au moment où il faudra l'interpréter. Instrument interprétatif, je veux le dire, qui a été coécrit avec nos partenaires canadiens. Et nous avons trouvé vraiment beaucoup de sympathie et beaucoup de soutien dans les autorités canadiennes pour les demandes que nous formulions. Si je le dis un peu en boutade, je pense qu'en un certain sens, ça arrangeait bien le gouvernement Trudeau de pouvoir apporter sa touche progressiste à un traité qui avait été négocié par son prédécesseur. Et donc ça nous permettait ensemble de faire avancer encore un peu les choses. Reste un point d'achoppement, c'est celui de ces fameux mécanismes d'arbitrage. Nous avons d'ores et déjà supprimé ce qu'on appelle les Investment State Dispute Settlement, les ISDS, remplacés par un autre mécanisme qu'on appelle l'ICS, International Court System, un système qui offre plus de garanties juridictionnelles, mais qui, selon nous, n'offre pas suffisamment de garanties juridictionnelles. Et donc nous avons demandé à la Cour de justice de l'Union européenne de se prononcer sur la compatibilité de tels accords avec l'ordre juridique européen. Nous pensons qu'il y a dans ces accords, même améliorés, encore un problème fondamental. De tels mécanismes ne peuvent être saisis que par les entreprises. Lorsqu'une entreprise est lésée par un État, elle bénéficie donc d'une espèce de privilège de juridiction. Mais lorsqu'un État est lésé par l'action d'une multinationale, elle ne peut pas utiliser de tels mécanismes. Si des particuliers, par exemple, étaient victimes de graves pollutions, dans le cas d'une production industrielle, ce qui hélas arrive encore souvent, eux non plus ne peuvent pas se prévaloir de ces mécanismes pour obtenir gain de cause. Et parfois, en signant de tels accords, ils ont même renoncé à leur droit de faire valoir leurs droits devant leur propre juridiction nationale. Il y a là quelque chose qui est fondamentalement contraire au principe de l'égalité des citoyens devant la loi. Et je crois que nous devons supprimer ces mécanismes, en tout cas dans le cadre de l'AECG. Je suis convaincu, pour avoir parlé avec beaucoup de partenaires canadiens, que vous vivez très bien avec l'idée que des conflits éventuels d'entreprises européennes au Canada seraient gérés par les juridictions nationales canadiennes et vice-versa. Et ce serait un premier signal fort. Si la Cour de justice de l'Union européenne devait considérer que cet accord est conforme au droit européen, n'est pas conforme au droit européen, alors nous ne ratifierions pas le CETA. Quelles conséquences cela aurait-il? L'AECG va entrer en vigueur dans quelques jours, après la signature. En droit international, il y a le moment de la signature, il y a souvent une entrée en vigueur provisoire, pas toujours, et puis il y a la ratification parlementaire et l'entrée en vigueur définitive. Il entrera en vigueur de manière provisoire, mais il entrera en vigueur aussi de manière partielle, puisque l'essentiel du chapitre 8, qui est en gros l'équivalent du chapitre 11 du NAFTA, c'est-à-dire celui qui comporte les clauses en matière de protection des investissements et de mécanismes de résolution de conflits, grâce à un arrêt de la Cour allemande de Karlsruhe, la Cour constitutionnelle allemande, qui a considéré que cela relevait de la compétence nationale et que ça ne pouvait pas entrer en vigueur de manière provisoire, eh bien ce chapitre 8, pour l'essentiel, n'entrera pas en vigueur. Si le traité n'est pas ratifié, eh bien, il n'entrera donc jamais en vigueur. Mais entre-temps, nos entreprises vont pouvoir déjà commencer à échanger des biens et des services. Cet aspect-là, que nous n'avons jamais contesté, il entrera bien en vigueur dès la phase d'application provisoire.